Bonsoir tout le monde. Nous sommes mercredi le 21 septembre et nous sommes en période électorale au Québec. Campagne électorale qui se termine le 3 octobre. Nous recevons de façon régulière différentes personnes qui ont le courage d'être candidats, qui ont des convictions, qui seront sur le bulletin de vote le 3 octobre. Il y a 27 partis politiques et ici, à Lux Média, nous donnons la chance à plusieurs partis moins connus de se faire connaître. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, nous recevons le chef du Parti vert du Québec, M. Alex Tirel. Bonjour, M. Tirel. Bonjour. Comment ça va, la campagne? M. Tirel, avant d'aller plus loin, je vais être certain que vous êtes encore en forme. On est rendu à quoi, là? 2/3 de la campagne? Il reste à peu près 10-12 jours, là? Exact. Je pense qu'il reste à peu près 12 jours. Là. Donc, c'est un marathon. Là. Je travaille dessus depuis plus qu'un an. On a la chance d'avoir 73 candidats et candidates à travers le Québec. Là. Donc, vraiment une équipe très dynamique et diversifiée. Là, c'est le rush, le dernier sprint de campagne. J'ai 2 débats aujourd'hui, puis un horaire très chargé, mais j'adore la politique, puis j'adore les débats. Donc, pour moi, ça fait toujours un plaisir de participer. Quand quelqu'un me dit « j'adore la politique », c'est pas votre première campagne électorale. C'est toujours au provincial. Vous êtes toujours candidat au provincial, toujours pour le Parti vert. Exactement. Donc, j'ai fait 12 campagnes pour l'Assemblée nationale depuis 2012. Donc, là-dedans, j'ai fait 4 élections générales, dont 3 comme chef du parti, et 8 élections partielles. Donc, j'ai pu me promener un peu partout dans les régions du Québec, autant au Saguenay qu'à Victoriaville, à la ville de Québec 2 fois, Montréal aussi, quelques élections partielles. Donc, ça fait du bien de pouvoir se promener. D'ailleurs, sur les 12 campagnes, j'ai fait 11 circonscriptions différentes. Wow! Wow, je suis impressionné. Merci. Avant d'aller avec la première question, je veux vous dire tout de suite que vous avez écrit le programme. J'imagine que vous avez participé à ce programme-là, qui a 87 pages ou quelque chose du genre. Après 11 campagnes, le connaissez-vous par cœur? Oui, je dirais que 12 je campagnes, le c'est connais. votre 12e. C'est ma 12e, la connaissez-vous par cœur, le programme? J'ai eu beaucoup d'implications sur la rédaction de ce programme-là. Puis, c'est un programme qui a évolué là, depuis le fondement du Parti vert, en fait. Il a été créé en quelle année, ça? Le Parti vert du Québec a été créé en 1984. Okay. La première campagne électorale en 89. Donc, on retrouve quand même des idées très semblables, voire les mêmes idées à certains niveaux là, dans le programme là, depuis plus que 30 ans. Avant d'être précis sur le programme, je l'ai lu entièrement 2 fois et j'ai retiré quelques points. Mais avant d'aller sur ça, il y a un sujet qui revient tout le temps, depuis déjà les années 2000, peut-être même avant, et c'est le changement climatique. Ça a passé de... La Terre est en train de refroidir jusqu'à la Terre est en train de se réchauffer. Et on en est jusqu'au réchauffement climatique, changement climatique. Tous les termes sont là. Vous êtes le parti qui, à mon avis, porte non seulement le nom, mais qui défend quelque chose relié directement avec le sujet qui est sur tous les médias. Bien, ça va avec notre slogan pour l'élection, le Parti vraiment vert. Ouais, j'aurais pas pu mieux dire. Voulez-vous bien me dire comment ça se fait que dans les médias, vous ne faites pas partie des débats? Si c'est le sujet de l'heure, pourquoi est-ce qu'ils vous ignorent? Écoute, c'est une question qui est quand même très complexe, mais pour vous donner une idée, là, on est rendu presque à la fin de la campagne électorale. Jusqu'à présent, parmi les grands médias, on a eu un article du Journal de Devoir, du Journal de Montréal. On attend toujours notre premier article dans le Devoir, dans la presse, sur Radio-Canada. Donc, il y a clairement un traitement quand même assez spécial Pourquoi? qui est réservé à nous. Pourquoi? Moi, je pense que les grands médias voudraient décider à la place des électeurs. Puis, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent donner une tribune aussi grande à Éric Duhaime. Par ailleurs, le Parti vert du Québec a reçu plus de votes que le Parti conservateur aux dernières élections. Mais Éric Duhaime est mis dans les débats des chefs. Il est donné une tribune dans tous les grands médias de masse, alors qu'on dirait que les médias, ils souhaitent supprimer le Parti vert du Québec. Là. Et donc, nous autres, on a quand même des propositions qui remettent en question le capitalisme, là, qui défendent de l'action beaucoup plus concrète là, sur les changements climatiques. Ça peut déranger
certaines personnes, mais je pense que c'est un desservice à notre démocratie là, que la couverture médiatique soit aussi biaisée et qu'il exclue le Parti vert. Je suis vraiment d'accord avec vous. Vous venez de soulever un point. Par contre, je voudrais que vous m'expliquiez ce que vous venez de dire. À l'élection de 2018, effectivement, le Parti vert a eu un pourcentage plus élevé que le Parti conservateur du Québec. Exact. Vous n'étiez même pas encore là le parti qui était le plus demandé à participer au débat. Vous étiez carrément absent également en 2018. Là, on est en 2022. Vous soulevez le point. Est-ce que vous ne croyez pas aux sondages? Moi, je pense que les sondages, c'est un outil qui peut parfois être utile, mais qui a tendance aussi à diriger les gens dans une certaine direction. Puis, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'ils nous écartent les sondages. On est souvent pas parmi les options dans les réponses aux sondages. Fait que là, les médias ensuite vont dire « Ah, ben tu sais, vous n'êtes pas haut dans les sondages », mais pourtant, on n'est pas inclus dans les sondages. Ouais. Donc, nous autres, je pense que dans notre programme, on a une politique, justement, qui vise à interdire les sondages en période électorale parce que ça a une influence importante sur la couverture médiatique. Puis, à quelque part, là, on devrait être capable d'informer les électeurs et les laisser faire le choix sans cette influence là, de qui va gagner, toute la spéculation, là. Revenons aux enjeux, couvrons les positions des partis politiques plutôt que la spéculation sur qui va gagner. Vous avez entièrement raison. Je vais même confirmer ce que vous venez de dire. Je pense également qu'à partir du 23 septembre, dès que les bureaux du directeur du scrutin de chacune des circonscriptions donnent l'occasion aux gens d'aller voter, je suis entièrement d'accord avec vous, il ne devrait pas y avoir de sondage. Ceci dit, avant d'aller plus loin, et là, c'est vrai, on va parler de logement, environnement, justice sociale, éducation, culture. On va voir selon vos réponses. Peut-être qu'on va aller plus loin dans différents. J'ai retiré différents points dans votre programme concernant plusieurs de ces sujets-là. Mais avant, j'aimerais ça que les gens vous connaissent un peu plus. On va y aller dans l'ordre. La première des choses, c'est qui Alex Tirel, parce qu'il n'en parle pas, même s'il a fait 12 campagnes électorales. Exact. Ses études, sa famille, d'où il vient au Québec et différentes choses. J'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu. OK, parfait. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Alex Tirel. J'ai 34 ans. J'ai grandi dans l'ouest de l'île de Montréal. Mes premières campagnes politiques étaient pour le Nouveau Parti démocratique à l'époque de Jack Layton. J'avais été bénévole sur le terrain dans 2 élections. En 2012, j'ai participé activement au mouvement étudiant au Québec. J'ai été même arrêté 2 fois dans ces manifestations-là de façon complètement illégale. C'est à ce moment-là que les gens du Parti vert du Québec m'ont approché, m'ont demandé si je voulais me présenter comme candidat. C'était un parti qui était fédéraliste, qui était pour la gratuité scolaire et qui défendait quand même un programme environnemental très solide. Donc ça, c'était ma première campagne pour le Parti vert en 2012. J'ai eu la chance que, bien, une année après les élections, notre président chef a démissionné. Donc, il y a eu une course à chefferie au parti. Il y avait à peu près 500 membres. Je les ai tous appelés. J'ai expliqué que je voulais unir le parti autour des politiques progressistes. J'ai eu la chance d'être élu à ce poste-là à l'âge de 25 ans, 9 ans jour pour jour aujourd'hui, entre autres. Donc, depuis ce temps-là, le Parti vert du Québec, on a adopté un programme éco-socialiste qui met de l'avant l'environnement, mais aussi la justice sociale. Pour nous, on est un parti éco-socialiste. Donc, l'éco-socialiste, ça veut dire prendre soin de l'environnement, mais aussi de la population en même temps. Ça serait que tout le monde puisse avoir accès à un système de santé de qualité, qu'on a des écoles qui sont en bonne forme et qu'il y a un filet social dans lequel personne n'est laissé sur la marge. On a aussi une politique identitaire très inclusive et un programme, comme vous savez, qui est très complet, là, qui touche l'ensemble des enjeux de la politique québécoise. Au niveau de mes études, j'ai commencé au cégep en technologie de génie mécanique et mon but dans ça, c'était de travailler sur l'implantation des technologies vertes. Mais quand j'ai fini cette formation-là en 2009, c'était évident qu'on n'était pas en train de vivre une révolution verte au Québec. La plupart de mes collègues de cours là, sont allés travailler dans les grandes industries, les avions, des choses comme ça. Donc, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, j'ai changé mon parcours. Je suis allé à l'université en sciences d'environnement à Concordia. Et après la première année de ce programme-là, j'ai été élu comme chef. J'ai terminé mes études à temps partiel en étant
temps partiel étudiant et temps partiel chef du Parti vert. Donc, j'ai fini ce programme-là en 2017. Puis, en réalité, je pense qu'on a toutes les technologies et toute la science est là pour faire une transition énergétique et pour agir sur l'environnement. Mais à mon avis, ce qui nous empêche d'avancer, c'est le manque de volonté politique. Et c'est pour ça que j'ai tourné mes efforts vers la politique, là, pour tenter d'influencer le débat, pour tenter d'apporter des nouvelles idées et pousser les autres partis là, à en faire plus pour l'environnement. OK. Et vous m'aviez dit un peu plus tôt, si j'ai bien compris, 12 campagnes électorales de 2012 à 2022. Exact. Il n'y a personne qui peut dire que vous y croyez pas. Non. Personne. Je pense que c'est incontournable. Exactement, oui. OK. Merci. Merci de nous avoir dit rapidement qui vous étiez. Ça serait gênant la première question qu'elle ne soit pas directement reliée à l'environnement. Dans votre programme, M. Tirel, vous parlez de... Je vais juste soulever les quelques points. Vous connaissez votre programme par cœur et je vais vous laisser après ça d'expliquer chacun de ces points-là. Si vous en oubliez, j'ai de la mémoire, ça se peut que je revienne. Vous parlez de transport en commun gratuit, de la construction d'un train à grande vitesse, d'un métro Cap-Rouge, Limoilou-Lévis, d'une nouvelle tarification en fonction du poids de l'automobile ou de la grandeur ou la grosseur de l'automobile. Et peut-être que vous allez passer plus de temps sur ce sujet-là. Vous êtes contre le troisième lien Québec-Lévis. Exact. Je me trompe, c'est directement relié au programme. Quel point voulez-vous aborder en premier? Ce qui, moi, m'étonne, parce qu'on va y revenir... Transport en commun gratuit. Êtes-vous en train de dire que c'est à la grandeur du Québec pour tout le transport en commun? Absolument, oui. Oui, la gratuité du transport en commun, c'est quelque chose que je mets de l'avant depuis ma course à chefferie au Parti vert là, en 2013. Puis, en fait, c'est une politique là, qui peut permettre de vraiment faire le saut en transport en commun, donner un incentive positif aux gens là, pour délaisser la voiture privée. Ça peut aussi augmenter de façon importante le volume de personnes dans le transport en commun, ce qui nous permet d'augmenter la fréquence des autobus, la fréquence des métros. Donc, nous autres, on veut une politique de décroissance là, pour l'industrie automobile. D'ailleurs, on offre une garantie d'emploi à tous les travailleurs et travailleuses de l'industrie automobile parce que, vous savez, il y en a quand même beaucoup. Hein, dans tous les villages, là, on a des garages, on a des concessionnaires, des vendeurs d'assurance. Il y a quand même plein de monde qui travaille là-dedans. Et lentement, vous ne pensez pas que ça va travailler un peu sur l'effondrement de ce milieu-là? Bien, justement, nous autres, on a un plan pour dépenser 500 milliards là, pour la transition énergétique. J'ai mal compris. On a un plan de 500 milliards là, pour la transition énergétique là, sur une période de 4 ans. 500 milliards. Exactement, oui. Okay. Puis ça peut paraître beaucoup. Le budget annuel du Québec, c'est autour de 140 milliards. Mais nous autres, on croit que c'est important de faire ces investissements-là, puis c'est important de faire la transition énergétique la plus rapidement possible. Et ça nous permet justement de donner des garanties d'emploi pour les secteurs d'automobile, par exemple, et pétrolière, parce qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre pour cette transition énergétique-là. OK, je comprends. C'est une coïncidence qu'on parle d'automobile et vous parlez d'un grand virage. À ça, vous ajoutez la construction d'un train à grande vitesse. Oui. Où vous le situez, là, ce train-là? On parle-tu de Québec-Montréal? On parle de quoi? On voudrait que toutes les grandes villes du Québec là, soient reliées par le train à grande vitesse. OK, c'est un train à grande vitesse. Ça inclut aussi Sherbrooke, Saguenay. Gatineau, évidemment, oui. Pour rejoindre aussi l'Ontario, puis pour descendre aux États-Unis. Là, on espère qu'on pourrait coopérer là, justement avec eux pour faire le lien. Oui. C'est ça, parce que ça n'a pas de sens. Tu sais, on a des gens qui prennent l'avion pour faire le déplacement entre Montréal et Toronto. Il y a des avions à toutes les heures presque qui s'en vont. Vous êtes au courant là, couper les émissions avec un train. Vous parlez du train à grande vitesse. Vous êtes au courant que, j'imagine, vous allez pousser sur ce dossier-là, qu'il y a un train à grande vitesse de Québec jusqu'à Windsor, en Ontario. Là. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Sauf que là, vous y ajoutez quelques bras à la tentacule. Là, exact. Parce qu'on veut que les gens puissent se déplacer de façon gratuite et rapide sans avoir recours à l'automobile. Une très grande portion des émissions de gaz à effet de serre au Québec là, viennent du transport d'automobiles privés. Et donc, il faut donner les gens les moyens de faire le saut. Et en ce moment, les réseaux de transport en commun ne sont pas assez efficaces pour inciter les masses de gens à faire la transition. OK. À ça, je continue. Vous parlez d'un métro et la question m'est revenue parce que j'ai déjà vérifié avec certaines personnes. J'ai dit, quand on parle de métro,
Cap-Rouge, Limoilou, Lévis, on parle de tramway extérieur, là, on parle-tu d'un métro? Ce serait un métro souterrain. Souterrain. Exactement. Okay. Puis nous autres, on croit à la construction d'un métro, autant à Québec qu'à Gatineau, d'ailleurs, parce que c'est un moyen qui est très efficace, qui est très confortable, surtout dans les extrêmes de chaleur ou dans le milieu de l'hiver aussi. C'est beaucoup plus confortable de se déplacer là, de manière souterraine. Ça permet aussi d'alléger les impacts sur la surface. À Québec, en ce moment, on a le débat métro-tramway. Le tramway, il va quand même falloir couper beaucoup d'arbres pour ça. Il y a quand même des inconvénients au niveau de la surface. À ce que je comprends, vous, c'est carrément souterrain. Exact. Ouais. Puis, je pense aussi que quand on regarde Montréal, puis on a fait le REM de façon aérienne, là, je veux dire, c'est quand même des choses qui vont devoir être refaites d'ici 50 ou 60 ans. Là. Le béton comme ça ne dure pas à l'infini, alors qu'un métro souterrain, là, ça a une durée de vie beaucoup plus longtemps. Le métro de Montréal a été conçu dans les années 60. Il n'y a pas personne qui parle de rebâtir des tunnels, mais le REM, on va devoir rebâtir toutes ces voies ferrées-là suspendues et tout ça là, dans l'avenir. Il n'y a personne qui va nier que vous êtes convaincu de ce que vous dites. Ouais. Maintenant, pas de lien. Je veux juste toucher un petit sujet, le sujet de l'heure. Je veux juste que vous me fassiez un petit compte-rendu rapide. Là. Votre position claire et nette. Pourquoi non? Autant au pont, qui était la première proposition, et autant du gouvernement en place que celui du Parti conservateur du Québec qui veut le maintenir, que là, ils n'ont plus de pont, tunnel, et là, ce n'est plus un bon accès à la grandeur, c'est centre-ville à centre-ville. Votre position, vous, c'est clair, gars, c'est non. Exactement. Pourquoi? Nous autres, la seule façon qu'on pourrait envisager un troisième lien, là, c'est un métro. J'avais oublié ça. C'est vrai, ça pourrait être un métro. Exactement. Oui. Exactement. Puis ça serait parfait, justement, de centre-ville à centre-ville, un métro en tunnel, en dessous du fleuve. Mais pour le faire, là, pour des véhicules, là, je pense pas que ça soit une bonne idée. De un, je pense pas que c'est nécessaire. Il y a tellement plus qu'on peut faire avec le transport en commun. C'est un dossier qui est poussé par les radios de droite à Québec, surtout. Les études, le gouvernement ne veut pas les publier. C'est probablement parce qu'ils démontrent que, justement, ça ne va pas être si utile que ça. Et le prix là, qui est attaché à ça, là, on parle de 10 milliards et plus. Là, vous parlez du tunnel. Le pont, c'est 4 à 5, puis le tunnel, c'est 7 à 10, c'est ça? Bien, à peu près. C'est tous des chiffres qui peuvent changer. Hein, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Puis, c'est beaucoup plus coûteux de faire un tunnel pour des voitures qu'un tunnel pour le métro. Je veux dire, eux autres, ils parlent de faire plusieurs voies automobiles. Tu as quand même aussi des enjeux de sécurité là, dans un tunnel aussi long. Si tu as des voitures qui prennent en feu dans le milieu du tunnel, là, ce qui n'est pas incommun, hein, ça peut être très, très dangereux. Là. Donc, à mon avis, ce projet-là n'est pas très, très développé. Là. On dirait que ça s'agit d'une présentation PowerPoint. Ce n'est pas quelque chose qui a réellement été dessiné là, par des ingénieurs. Puis, le projet est quand même très tôt dans son développement. Bien, on vient de sauver un peu d'argent sur votre budget. Vous avez bien dit 500 milliards de dollars. C'est pas mal relié avec le transport, hein, dans ce budget-là. Là. OK. Bien, je suis bien content que vous l'ayez carrément expliqué. J'aimerais ça m'en aller tout de suite à justice sociale. Vous y portez une grande attention également. En lisant votre programme, je vois que vous parlez souvent, vous revenez sur le mot ou les mots ou l'expression que j'appelle à la mode la discrimination systémique. Vous parlez également qu'il y a un certain racisme dans le système de la santé. Je vais arrêter là parce qu'après ça, je vais aller sur le côté justice sociale concernant les Autochtones. Okay. Au niveau de la santé, expliquez-moi ça. Comment vous le voyez à répéter constamment le mot racisme systémique? Où le voyez-vous dans la société et où le voyez-vous dans le domaine de la santé? Bien, dans la société, je pense que l'enjeu de profilage par les policiers, par exemple, c'est quand même un grand problème. Là, quand on sait que, par exemple, les femmes autochtones sont plus que 10 fois susceptibles de se faire arrêter et que les personnes
noirs et arabes 4 à 5 fois plus susceptibles de se faire arrêter. C'est quand même un problème. Puis le plus que tu as de chances de te faire arrêter, le plus de chances que tu as de te faire accuser d'un crime et ensuite d'avoir un dossier criminel, d'être mis en prison. Donc ça, c'est quand même un problème là, qu'on ne peut pas juste regarder dans l'autre sens. Puis ça ne veut pas dire que tous les gens au Québec sont racistes ou que le Québec est raciste ou quoi que ce soit, mais il y a quand même certaines personnes qui sont dans des positions d'autorité qui le sont. Et je pense que toute société a le devoir moral de lutter contre le racisme et de lutter contre la discrimination dans toutes ses formes. OK. Je vais terminer avec la santé au niveau social. Là, vous parlez dans votre programme qu'il serait bien, lors de la description d'une personne, c'est-à-dire lorsqu'elle s'identifie dans un document, que ce soit assurance maladie, que ce soit assurance sociale, que ce soit permis de conduire, vous êtes en faveur de la fameuse case au niveau du sexe neutre. Oui. Oui, bien, on pense que c'est quand même très important d'accommoder les gens trans, les gens non-binaires. Un autre morceau de notre programme, c'est d'avoir des salles de bain à gendre neutre là, dans tous les édifices publics. Gendre neutre, c'est quoi ça? Tout le monde peut rentrer C'est ça, c'est unisexe. Tout le monde peut rentrer là-dedans. C'est ça. Unisexe. Puis, c'est ça. Je suis allé au Collège d'Austin cette semaine. C'est ça qu'ils ont, d'ailleurs. OK. Je savais même pas que ça existait déjà. Puis, c'est ça. Puis ça permet aux gens qui ont des enjeux d'identité de genre, là, à ne pas devoir s'identifier à un ou l'autre simplement pour aller à la salle de bain. Là, donc, je pense que c'est quand même quelque chose de concret et pragmatique qu'on peut faire là, pour améliorer le sort des gens trans. Et c'est important d'améliorer le sort des gens trans parce qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de se suicider. Fait que ça, c'est quand même un enjeu important. Là. On ne peut pas juste regarder dans l'autre sens pendant que les gens sont en détresse. Il faut voir ce qu'on peut faire pour eux. Et donc, évidemment, de faire en sorte que sur un permis de conduire, un passeport, qu'on ne soit pas obligé de s'identifier comme homme ou femme, et on peut mettre autre. Je pense que c'est un accommodement très raisonnable compte tenu des circonstances. OK. Et j'imagine qu'également au niveau scolaire, là, déjà, le genre ne devrait pas être mis en évidence. Bien, elle peut être mise en évidence, mais il devrait avoir une case. C'est ça, il devrait avoir une case là, pour non-binaire, pour ceux qui ne voudraient pas choisir un ou l'autre. OK. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que jeune âge, de 0 à 12, 13, 14 ans, tout jeune, tôt ou tard dans sa tête, il va se passer le phénomène de comment se fait que je ne suis pas une femme ou comment se fait que je ne suis pas un homme si tu es une femme? Vous ne pensez pas que c'est tout à fait naturel que ça arrive? On doit y croire et procéder tout de suite à dire, bon, bien, il n'y en a pas de sexe. Moi, je pense que c'est important de laisser les enfants et de laisser les personnes s'identifier comme qu'ils le choisissent. OK. OK. Justice sociale, on va juste sortir un petit peu de la santé pour vous amener à un point qui m'a vraiment fait sursauter. Donner ou redonner, dans votre programme, c'est clair, des terres aux Autochtones. Oui. Autrement dit, c'est ça. C'est le petit bout que j'ai de la difficulté à comprendre. Autrement dit, donner des terres aux Autochtones. Expliquez-moi ça. Oui. Bien, écoute, on est dans un État colonial. Avant qu'on est arrivé, 100 des terres appartenaient aux Autochtones. On les a enlevées de ces terres-là. On les a mis dans les réserves. Maintenant, les réserves là, sont souvent très densément peuplées. Hein? C'est pas des grandes terres qu'ils ont. Surtout, souvent, c'est des villages qui sont coincés dans la réserve. Puis les communautés manquent d'espace pour se développer. Ils ont une croissance de la population, mais ils n'ont pas assez d'endroits pour construire de nouvelles maisons et de prendre de l'expansion. J'ai visité la communauté algonquine du Lac-Borrière et c'est ça qui arrive là-bas. La moitié de leur village est en dehors de la réserve. Et ils n'ont pas de moyens là, pour expansionner, malgré le fait qu'ils sont en plein milieu de la réserve faunique de la Vérandrie et qu'il y a très peu de développement autour. Donc, redonner des terres, par exemple, cette communauté-là devrait avoir le droit d'expansionner. Nous devons céder des terres. Quand vous dites céder, ça veut dire se défaire de terres, transférer la propriété. Différentes tribus autochtones. Et donc, éliminer carrément l'ensemble des subventions données aux Autochtones? Non, de quelle façon ils payent? En fait, ils ne payent pas. On donne et on paye justement. encore. C'est ça, c'est de redonner les terres là, autour des communautés, puis de les donner plus d'espace pour expansionner. OK. Pour terminer,
au niveau de la santé, vous prévoyez créer le ministère de l'efficacité. Oui. OK. Expliquez-moi ça. Exactement. Le ministère Donc, de l'efficacité fait quoi, lui? Est-ce qu'il va s'appliquer pour tous les ministères? Oui, il va s'appliquer pour tous les ministères, mais il va commencer comme premier mandat avec le système de santé publique. Pour que ça devienne efficace. Exactement. OK. Parce que, tu sais, dans cette élection, on a beaucoup de débats là, sur est-ce qu'on devrait privatiser le système de santé ou non, puis si oui, à quel degré et par où. Nous autres, au Parti du Québec, on est fortement opposés à toute forme de privatisation. Et c'est vrai que tu pourrais peut-être avoir une augmentation d'efficacité là, au privé à certains niveaux. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que tu arrives à céder aussi la gestion et les infrastructures de santé au domaine privé, aux entreprises privées qui peuvent par suite augmenter les prix, là, par exemple. Et on peut se ramasser un peu comme les États-Unis avec seulement des gens qui ont les moyens de payer, se font soigner. Les autres là, sont comme deuxième rang ou reçoivent carrément pas de service. J'ai rencontré du monde au Vermont. Là. Il y a un gars que j'ai rencontré. Ça fait 25 ans qu'il n'a pas vu un médecin de famille. Là. Il y a quand même cette réalité-là. Donc, nous autres, pour atteindre une meilleure efficacité, à la place de privatiser, on veut avoir un ministère de l'efficacité qui va venir, avec des yeux externes, se pencher là, sur comment on peut améliorer l'efficacité du système de santé. Vous ne pensez pas que le système de santé est déjà mélangé tout seul? Rajouter un autre ministère qui, lui, va dire « Maintenant, je vais vous dire c'est quoi l'efficacité ». Vous ne pensez pas que là, on vient d'en mettre une couche de plus? Non, je pense que justement, c'est ça que ça prend. C'est des œils externes là, qui peuvent aller voir c'est quoi les processus, par où il y a des pertes et par où on peut améliorer. Pas juste au niveau de santé, mais dans tous les départements gouvernementaux. Oui, je comprends que il y a beaucoup de pertes. Au début, c'est la santé, mais après ça, c'est tout le monde. Exactement. Tout le monde Il y a beaucoup de pertes et d'inefficacité. Fait qu'il faut s'attaquer à ça d'une manière ou d'une autre, puis avoir un ministère externe plutôt que les gens du propre ministère là, qui enquêtent un peu là, sur leurs collègues. Non, il vaut mieux que ça soit externe. OK. J'ai vu, et je ne vous laisserai pas passer là-dessus, vous venez de dire le retrait du privé. Complètement? Oui. Là, on élimine. Vous savez que ça existe. Je pense que c'est un secret pour ça. Le privé existe actuellement. C'est une injustice. Là, vous venez de dire qu'on le fait retire que ça existe. Okay. Je peux vous donner l'exemple de l'imagerie médicale. Il y a des gens que le médecin dit, OK, mais là, tu as des tels symptômes, il faudrait que tu ailles faire de l'imagerie. Le système est bien plein. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois là, dans le système public. Là, ils disent, si tu payes 1 000 $, tu peux passer devant tout le monde. Ça, c'est une injustice. Il y a des gens qui n'ont pas le 1 000 $ à payer et que 6 mois plus tard, là, la maladie va s'avoir aggravée, ils vont avoir manqué 6 mois de traitement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un système à 2 vitesses comme ça? On devrait intégrer l'ensemble du système de santé dans le domaine public et le rendre de façon équitable à ceux qui en ont besoin. OK. Je vais pousser ma question un peu plus loin. Vous le savez que ça existe, vous le savez que ça va exister et vous ne réussirez pas à le retirer, à mon avis. Qu'allez-vous faire si jamais ce que je viens de dire est vrai et qu'il y a des cliniques privées qui persistent? Nous autres, on veut utiliser les pouvoirs de l'Assemblée nationale justement pour restreindre sévèrement l'accès aux... Restreindre pour l'éliminer totalement. Éventuellement, oui. OK. C'est correct. Et enfin, vous parlez de soins dentaires et la vue. Exact. Gratuit. Oui. Exactement, oui. Tout est gratuit. Bien, ça devrait être inclus dans le système universel. Okay. Pourquoi, quand on se casse le bras, on se fait prendre en charge là, par les hôpitaux publics et tout ça, mais quand on se casse une dent, bien, on n'a pas les moyens, il faut qu'on débourse. Là, puis je pense qu'un endroit aussi riche que le Québec, là, on a tous les moyens de s'assurer que tous les citoyens peuvent garder toutes leurs dents. OK. Bien, ça me fait plaisir que vous soyez convaincus et que vous ayez les convictions que vous défendez. Au niveau de la sécurité publique, il y a eu le sujet il y a quelques années, encore aujourd'hui, il y en a qui essaient de se retirer de cette phrase-là, mais ça a été carrément dit par l'administration actuelle de Valérie Plante à Montréal, de différents partis comme Québec solidaire au niveau provincial. Bon. Et vous semblez du même avis, on doit définancer la police. Exactement. Nous autres, on prévoit un définancement de 50 là, des forces policières. J'ai encore mal compris le chiffre. 50 OK. Exactement. Puis, ces sommes-là devraient être investies dans les programmes de prévention, dans les soins de santé mentale, dans les organisations communautaires. OK. Exactement. Là, pour faire la prévention. Puis, ce qui est dommage dans ce débat-là, c'est qu'à chaque fois qu'on a des actes violents, on a des crimes avec armes à feu là, à Montréal, le réflexe des élus, c'est toujours de mettre plus d'argent sur les policiers, d'embaucher plus de policiers.
policier, il arrive après que le crime est commis. T'sais. Puis je peux pas croire que la SPVM n'a pas les ressources actuelles pour enquêter sur les homicides. T'sais. Je peux pas croire ça, avec le nombre de policiers qui non, sont... je comprends, mais vous pensez que ça peut mieux aller si on réduit de 50 le budget? Je pense que oui, parce que ces montants-là peuvent être investis dans les communautés, peuvent être investis dans la prévention et peuvent être investis dans la réduction du crime. Par exemple, c'est aussi quelle approche que le gouvernement prend. Oui. Je regarde là, les gangs de rue. Là, un des choses qui les fait rouler, c'est la vente de drogue. Mais le Parti du Québec, on veut légaliser les drogues et on veut que le gouvernement soit celui qui fournit les drogues aux personnes. Donc, comme ça, tu viens d'éliminer un paquet de criminalité. Les gens ne vont pas être en train de se tirer dans la rue là, pour vendre la drogue, là, si, un peu comme le cannabis, l'État s'en charge. Attendez, je vais être certain que j'ai bien compris celle-là. Légaliser les drogues. Oui. On arrête où, là? Quand vous dites les drogues, qu'est-ce qui est plus drogue à un moment donné, là? Vous dites les drogues. Il y en a, là. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Vous, c'est... Mais tu regardes, c'est quoi les drogues qui causent le plus de décès? Par exemple, le fentanyl. Le fait que... Tiens, on va prendre au hasard le fentanyl. Oui, okay. Exact. Ça, vu que c'est illégal, là, les gens ont plus de chances à faire une surdose, ont plus de chances d'avoir, par exemple, la cocaïne qui est contaminée au fentanyl. Okay. Donc, il y a quand même un danger sur ça. Il y a des gens depuis longtemps qui disent mais on devrait décriminaliser. Oui. Décriminaliser, c'est une chose, mais il faut quand même que tu aies une source sécuritaire là, pour ces drogues-là. Et c'est le gouvernement qui s'en occuperait de façon à ce que toutes les drogues soient... C'est ça, soit plus sécuritaire et disponible. Okay. Mais évidemment, ça doit venir avec tout un paquet de prévention et d'autres mesures là, pour réduire la consommation. OK. Parce que le but de tout ça devrait être de sauver des vies. J'espère. Exactement. Oui. Puis l'approche criminelle aux drogues vise une punition et vise à supprimer les drogues de la société. Mais on a vu là, que c'est pas réaliste. Les drogues existent encore aujourd'hui malgré le fait qu'ils soient illégales. Fait que si on veut réduire la violence, si on veut réduire les décès, mais de les rendre légales et d'avoir une source sécuritaire là, peut aider à atteindre ces buts-là, peut réduire la criminalité, peut réduire le rôle des gangs de rue et réduire le financement des gangs de rue aussi. C'est pour ça que les gens s'entretuent. C'est pour avoir du territoire là, pour la vente de drogue. Si tu enlèves ça du crime organisé, un peu comme on a fait avec le cannabis, moi, je pense que c'est gagnant. Là. OK. Donc, évidemment, quand vous dites les s'entretuent, vous incluez les armes à feu. Donc, on retire les armes à feu là, au maximum à tout le monde. Bien, nous autres, on veut un meilleur contrôle sur les armes à feu, mais là encore, là, je trouve que ce débat-là est faussé dans un certain sens. Là, on a des crimes avec armes à feu, puis on dit, bien, on va bannir toutes les armes de poing, par exemple. Les armes de poing, là, sont déjà très, très illégales, là, comme que c'est là. Oui, tu peux en posséder, mais ça te prend un permis de transport là, pour aller tirer, etc. Tu n'as pas le droit de te promener avec ça dans ton véhicule là, toute la journée. C'est quand même très réglementé. Et la très, très grande majorité des crimes là, sont commis avec des armes de poing qui sont déjà illégales. Donc, c'est un peu comme une fausse solution de dire, mais on va juste bannir toutes les armes de poing, et puis comme ça, il n'y a personne qui va se tuer. Non. Il faut réduire la demande pour des armes de poing. Il faut réduire la criminalité, réduire la demande, parce que aussi longtemps que les gangs de rue vont avoir une demande là, pour ces armes à feu-là, ils vont quand même aller les chercher. Puis on est quand même collé sur les États-Unis, puis on n'arrivera jamais à éliminer toutes ces armes à feu-là. Donc, il faut réduire la demande. OK. Au niveau de la démocratie, vous êtes le parti... Je sais, malheureusement, je ne peux pas vous confirmer que vous êtes le seul. Vous êtes probablement un des seuls qui dit, bon, bien maintenant, on doit accorder le droit de vote aux gens de 16 ans. Oui. OK. Donc, on diminue à 16 ans le droit de vote universel lors de la campagne électorale. OK. Et ce qui m'a frappé, M. Tirel, vous êtes au courant qu'il y a, je dirais pas énormément de fraude, mais il y a de la fraude en politique et souvent en période électorale. Malheureusement. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Vous êtes conscient que le vote postal ou le vote qui est autre qu'en personne ouvre la porte un peu de la fraude. Vous êtes pour le vote par Internet le plus rapidement possible, c'est-à-dire quasiment à la prochaine élection.
On voudrait un projet pilote là, qui permet aux gens de voter par anticipation là, sur Internet, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir un risque. C'est sûr que c'est peut-être On s'entend qu'il y a un risque. Aussi sécuritaire OK. là, tu sais, que voter dans l'urne. Puis tu pourrais avoir, par exemple, avec le vote sur Internet, des gens qui sont forcés, là, tu sais, mettons par le mari ou quelque chose comme ça, de voter d'une telle façon. Là, tu sais, de garder le vote secret là, sur Internet, c'est un peu moins évident. Tu n'es pas seul dans les C'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai que c'est un débat là, qui est intéressant, qui mérite d'être exploré, mais en même mais temps, dans c'est votre programme, vous en parlez. Exactement, Et oui. vous Nous autres, on êtes l'appuie. favorable. Puis la raison qu'on l'appuie, c'est que le taux de participation est en déclin, est en chute libre. Puis... Il n'y aurait pas d'autre façon? Je vais vous poser la question plus mais directe si vous avez des que idées... ça. Non, mais je vais vous la poser entendre. plus direct que ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre le fait que les gens doivent se déplacer pour aller voter? Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qu'une personne du bureau de vote se déplace pour aller exceptionnellement, directement rencontrer la personne qui veut voter, qu'elle vote, et que cette personne-là se retourne au bureau de vote, ça existe déjà. De plus, il y a, vous le savez, et même on va en profiter, à partir du 23 septembre, 23, 24, 25, 26, 27, tout le monde peut aller voter au bureau de scrutin dans toutes les circonstances. Vous me comprenez? Ouais. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ça et que vous voulez ajouter en pensant que ça va améliorer le fait que les gens vont peut-être voter plus? Je pense qu'on est rendu à tout faire en ligne. Donc, le fait de se déplacer, là, je veux dire, moi, je trouve pas que c'est particulièrement incombant là, de devoir me déplacer pour voter, mais il y a des gens pour qui, avec les enfants, le travail, etc., là, ne votent pas par souci logistique et qui pourraient être tentés à voter là, sur Internet. Donc, on doit quand même s'adapter à cette nouvelle réalité. On doit quand même poser des gestes importants là, pour augmenter la participation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose de même donner une récompense à ceux qui aillent voter, là, qui soient payés s'ils enregistrent un vote. Là. Donc, c'est des choses qui peuvent inciter le monde à faire leur devoir de citoyen. Je la voyais pas venir, celle-là. Oui. OK. Ouais. OK, non, je voulais... Il faut être créatif, parce que la démocratie est en péril. Je comprends très bien, puis vous savez que j'ai lu votre programme, donc je fais seulement soulever les points qui m'ont frappé. Vous exigez, et je ne sais pas comment, c'est juste, ça ne sera pas long pour me l'expliquer, j'imagine, vous exigez que lors des campagnes électorales, chacun des partis politiques ait au moins la parité. Pour être plus précis, vous ne dites pas la parité, vous dites au moins 45 Exact. C'est ça, d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire qu'au moins 45 des femmes sont candidates. Ouais. Ou 45 des hommes, dans le cas où il y aurait plus de femmes. J'ai bien compris? Oui. Ça, je vais vous la poser directement. Ça ne vous tente pas de parler de compétences? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire la parité, OK? On va mettre un homme parce que là, il nous manque d'hommes. Pouvez-vous me l'expliquer, celle-là? Où est-ce que le mot compétence est disparu? Bien, je pense que quand on atteint la parité, la première chose qui arrive, c'est que la compétence des hommes augmente. Parce qu'il n'y a plus de concurrence. C'est plus 80 d'hommes et 20 de femmes. Là. Ça serait autour de 50-50. Oui, donc, je comprends. Ça peut couper des opportunités aux hommes là, qui ne sont pas aussi habiles. Vous ne pensez pas que ça peut également arriver qu'on n'a pas le choix, on va prendre un homme, mais il est totalement incompétent. Sauf qu'il nous manque d'hommes. Vous ne pensez pas que ça pourrait arriver? Bien, je pense que nous autres, c'était un minimum là, de 45 de femmes. 45 là, donc, je ne pense pas que ça s'appliquait exactement dans le sens inverse. Ah, OK, vous le mettez juste d'un sens. Ouais. Ah, OK, parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de femmes. Exact. OK. Ouais. On achève. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Puis si vous avez quelque chose à ajouter lorsque je vous pose des questions, gênez-vous pas. Okay. Si j'en oublie. On va passer à l'éducation et la culture. On va terminer après ça avec l'économie parce que je suis bien curieux et peut-être beaucoup de gens vont être curieux de savoir comment est-ce qu'on va payer tout ça, mais on va y arriver à la fin. Éducation, culture à l'école, 20 élèves par classe maximum. Oui. Oui, absolument, parce que, tu sais, on a des salles de cours là, avec 30-35 élèves là, par professeur. Tu sais, c'est difficile pour les profs de faire la discipline, c'est difficile pour les étudiants d'apprendre. Donc, là, on augmente le nombre de professeurs. Il faut augmenter le nombre de professeurs, il faut valoriser les conditions de travail, là, il faut augmenter le salaire des profs aussi. Il faut augmenter le salaire des profs. Là, okay. Question de pouvoir attirer des gens là, qui aiment faire ça, qui peuvent avoir des conditions de vie décentes en étant prof. Donc, on augmente les salaires, donc on attire plus de gens. Exactement. OK. Oui. Là où je me pose la question, c'est que là, dans le programme, c'est écrit, évidemment, la gratuité scolaire au cégep et à l'université. C'est ça. Bon.
Ça, c'est pour favoriser que les jeunes restent à l'école. Oui. Bien, le cégep est déjà presque gratuit. Hein? C'est quelques centaines de piastres, les frais administratifs et Mais tout en fait, ça. là, ça va être de la maternelle jusqu'à tout est gratuit. Exact. Puis, c'est ça. L'université, là, on a quand même la chance au Québec d'avoir d'être un endroit où l'université n'est pas très chère comparé à ailleurs. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un frein. C'est quand même au-dessus de 3 000 piastres par année. Si tu comptes là, les frais d'établissement et tout ça. Donc, si tu fais un programme de 3 ans, c'est pas loin de 10 000 c'est pas tout le monde qui a 10 000 de côté là, pour mettre sur les études. Donc, c'est quand même un frein à l'accès aux études. Puis, je pense que au Québec, on a quand même évolué beaucoup là, sur cet enjeu-là. On a eu beaucoup de grèves étudiantes là, qui ont remis cette question-là comme priorité. Puis, je pense que maintenant, c'est le temps d'y aller. C'est le temps d'y aller, vous voulez dire de rendre gratuits les frais universitaires. Oui, absolument. Okay. Puis, on est parmi les seuls partis à proposer ça. Même Gabriel Nadeau-Dubois, qui était le leader du mouvement étudiant, là, maintenant, il parle de réduire de 25 ou 50 là, dans un premier mandat. Donc, le Parti vert, nous autres, on veut aller jusqu'au bout avec ça. Là. De façon à favoriser l'éducation pour tout le monde. Oui, parce que je pense que la société serait bien servie d'avoir davantage de personnes qui sont éduquées. Puis, il y a des gens, par exemple, qui disent, mais on devrait avoir moins de diplômés en art, en littérature et tout ça, parce que les jobs ne sont pas au rendez-vous. Mais je pense que l'éducation ne devrait pas être considérée comme une marchandise. Puis, je pense que une société est quand même en meilleure forme le plus grand nombre de personnes qu'on a qui sont scolarisées là, dans la société. Donc, il y a des avantages au-delà du marché du travail. Il y a des avantages importants à avoir une population qui est scolarisée. Effectivement. Vous dites également que vous inscririez dans la loi que les étudiants ont le droit de faire la grève. Oui. OK. Non, je voulais juste... Très important parce que, on a vécu un peu dans le printemps érable, que justement, il n'y avait pas un droit de grève étudiant. Fait que ce qui arrivait, c'est que tu avais des étudiants qui, eux autres, voulaient avoir accès à leur salle de cours. Ils s'en allaient chercher des injonctions. Puis après ça, les policiers étaient là pour déloger ceux qui bloquaient les cours, là, alors qu'il y avait un mandat de grève qui a été démocratiquement voté. Donc, si on aurait reconnu le droit à la grève étudiante, on aurait pu éviter des confrontations physiques là, entre policiers et étudiants. Puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de faire. Là. OK. Et d'ailleurs, vous l'avez vécu. Vous m'avez dit qu'en 2012, je pense que vous avez été arrêté. Une fois en 2012, puis une fois en 2013, là, quand le gouvernement du PQ avait rentré au pouvoir. Là, la première fois, c'était le 22 mai 2012. Donc, c'était-tu alentour juste... de la période des casseroles? Les casseroles ont commencé le jour après, ou 2 jours après. OK, ils attendaient que vous soyez emprisonné. C'est ça. Moi, la soirée que j'ai été arrêté, on était 113 à se faire arrêter cette soirée-là. Okay. Puis le lendemain, il y avait comme presque 500 personnes qui sont faites arrêter, là, toutes coincées. Là. Il y a eu 17 autobus pour les transporter. Okay. Puis c'est après ce moment-là que là, les casseroles ont sorti, les Nations unies ont critiqué la police de Montréal. Là, puis en tout cas, c'était tout un moment. Là, OK, oui, je me souviens. C'est cette période-là. OK, fois, donc on donne le droit de grève aux étudiants. On l'inscrit dans les lois du Québec. Les étudiants ont le droit de sortir. Puis d'ailleurs, on réclame aussi une compensation rétroactive là, pour tous ceux qui ont été arrêtés de façon arbitraire là, durant le mouvement étudiant. Pas sûr que j'ai bien compris. Une compensation financière, un dédommagement à tous ceux et celles qui ont été arrêtés de façon injuste durant le mouvement étudiant. Parce que toutes ces lois-là, la loi spéciale, le règlement P6, la Ville de Montréal, ont tous été invalidés par les tribunaux. Donc, c'était des arrestations illégales. Et donc, il devrait avoir une compensation pour les gens qui ont vu leur droit politique être complètement bafoué, qui ont été menottés derrière le dos pendant des heures, un peu comme moi. Puis, tout ça parce qu'ils défendaient des idées qui ne plaisaient pas au gouvernement. Ça, je comprends ça. Là, on est rendu 10 ans plus tard. Je pense que c'est important de compenser ces gens-là et de s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Rétroactif. Exact. OK. Ouais. Et vous êtes en faveur de la réinstallation des commissions scolaires, ce qui a été retiré. La raison, vous vous souvenez de la raison, c'est que c'est 5 à 7 de la population qui votait. Ou même moins. Ou moins. C'est ça, Merci exact. de le dire. Exactement. Mais vous les réinstaurez. Avec une réforme. Pourquoi? Et quelle est la réforme? Exact. Donc, avec les commissions scolaires, on avait une démocratie. Ce n'était pas des élections qui attiraient beaucoup de participation, mais on avait quand même le droit de voter. La population en général avait le droit de voter qui va diriger les commissions scolaires.
Là, François Legault a dit, mais on veut abolir les commissions scolaires, on veut finir avec la bureaucratie. En réalité, il a éliminé les élections, puis il a transformé les commissions scolaires en centres de services scolaires. Là, donc, il y a un beau changement de nom. Puis là, c'est des gens qui ne sont pas élus qui gèrent ça, du moins du bord francophone. Le bord anglophone, ils ont gardé les commissions scolaires. Ça existe encore, Exactement. La commission scolaire anglophone, ils l'ont conservé. C'est ça. Fait que nous autres, à la place d'abolir cette démocratie-là, on veut la réformer. Et puis, une des façons qu'on peut le réformer, c'est de restreindre le droit de vote uniquement aux gens qui sont impliqués avec l'école. Donc, les gens qui travaillent là, les parents des étudiants. Si ce serait uniquement ces gens-là qui auraient le droit de vote, je pense que les élections seraient valorisées. Parce que dans le cadre qu'on avait avant, c'était la population en général qui votait. Les gens qui se présentaient aux élections, souvent, n'avaient aucun rapport avec le système scolaire. C'était des gens issus de grands partis politiques et tout ça. Donc, si on peut démocratiser ça, en limitant le droit de vote à ceux qui sont concernés. Donc, il y a juste les gens... Je comprends là, votre principe où vous en allez vers... Tu es un parent, tu as des enfants, tu as le droit de vote. Tu es relié directement, tu es un enseignant ou quelque chose de genre, tu as le droit de vote. Exact. Mais la personne qui n'a pas d'enfant... Et de te présenter aussi. Ou être candidat, effectivement. C'est ça. Les candidatures seraient réservées à ces gens-là. OK. Puis les candidats, c'est réservé à ceux qui... Par contre, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont nullement reliés, est-ce qu'eux autres vont payer quand même les taxes? Pour les écoles? Ouais? Oui. Ah, OK. Oui. Donc tu n'as pas le droit de vote, mais tu payes. Tu payes pour les écoles, oui. OK. Oui. OK. Mais il y a tout le monde qui est passé là, à un moment. Non, je comprends très bien. Ouais. Mais c'est parce que là, c'est un droit de vote. Et, tu ne votes pas quelque part où tu payes quelque chose. Donc, je pense que normalement, ce serait peut-être bien d'avoir le droit. Bien, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, on a fait l'expérience, puis les gens qui ne sont pas impliqués dans l'école, tu sais, ils ne sont pas votés. Oui, je comprends. Je comprends votre point. C'est juste que je veux le soulever. C'est dans le programme, puis ça me fait plaisir que vous l'expliquiez le mieux possible. Maintenant, au niveau de l'économie, et on termine là-dessus, ça a été vraiment intéressant, en tout cas, d'écouter votre position. Au niveau économie, maintenant, on parle de revenu minimum. Vous voulez le garantir pour tout citoyen du Québec, 1 800 $ par mois garanti. Oui. OK. Le salaire minimum, 20 de l'heure. Oui. Ça, c'est le salaire minimum. Et vous désirez, et c'est là que la dernière que je vous pose concernant l'économie, le nombre d'heures de travail par semaine. Est-ce que vous voulez que ce soit en s'en allant vers 32 heures par semaine ou dès que vous seriez au pouvoir, la semaine de travail, c'est 32 heures par semaine? Je pense qu'il faut le couper progressivement. OK. Puis ce que beaucoup de gens oublient, c'est que depuis 1998, je crois, qu'on a la semaine de travail de 40 heures. Avant ça, c'était 41, 42, là, fait que ça a descendu avec le temps, mais ça n'a pas bougé là, depuis plus que 20 ans. Donc, au Parti vert, ça, on propose d'atteindre le 32 heures là, dans un premier mandat. OK, Puis... c'est ce que je voulais entendre. Donc, au premier mandat, durant les 4 premières années, si vous êtes élu, on va se rendre à la 4e année, 32 heures par semaine. Puis ça ne veut pas dire que les gens n'auront pas le droit de travailler 40 heures. Non, mais c'est... Mais ils seraient payés temps et demi de 32 à 40 heures. C'était mon autre question. Ils seraient payés 10 de plus. Ouais. Ah! C'est ça. Okay. Si tu travaillerais une semaine de 40 heures, en réalité, tu serais payé pour 44 heures. Parce que tu aurais temps et demi sur les 8 heures là, entre 32 et 40. Ah, vous avez fait vos calculs mathématiques. La dernière question, évidemment. S'il vous plaît, pourriez-vous rapidement... Est-ce que tout ce que vous venez de dire va avec votre budget qui, à votre avis, c'est un coût de 500 milliards de dollars? Le 500 milliards, c'est pour l'environnement. OK, parce que là, ça, c'est pas inclus, là. Environnement, transport, transition énergétique. Mais on parle pas des soins dentaires, des lunettes, puis ça, c'est un autre. C'est par-dessus. On arriverait à combien, admettons, là? Écoute, le programme n'est pas chiffré de façon précise. Là. Ce qu'on a, c'est une liste de nouvelles revenus et de nouvelles dépenses. Là. Donc, ça, c'est des aspirations qu'on a. C'est par là où on veut s'en aller. Et les revenus? Les revenus, on veut augmenter les revenus de façon importante, là, en taxant les gens les plus riches, par exemple. En taxant les riches? Les riches, les multinationales, les grandes entreprises, les compagnies minières, les émissions de carbone, entre autres. On garde la taxe carbone? On l'augmente peut-être? On devrait l'augmenter de façon importante. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question. OK? C'est ça, l'augmenter de façon importante. C'est une manière de créer des revenus. Puis, tu sais, au niveau de la transition énergétique, là, on est très ouvert à augmenter la dette du Québec là, pour payer ça. Parce que, tu sais, si on regarde, qu'est-ce qu'on veut laisser aux futures générations? Soit une dette environnementale ou une dette financière. Moi, je choisirais toujours la dette financière parce qu'une dette environnementale, là, tu ne peux pas juste la racheter comme ça. C'est un coup que la biodiversité est en déclin, que le climat s'est réchauffé. Tu sais, c'est pas si facile de retourner en arrière. Vous touchez un bon point.
Non, vous touchez un excellent point. Si vous saviez comment est-ce que je respecte les gens qui ont des convictions et vous semblez y croire, c'est vous qui avez participé à ce programme-là. Je le répète, ça fait déjà 12 fois, si j'ai bien compris, que vous êtes candidat. Monsieur Tirel, je vous donne même la chance. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Mais avant de terminer, j'aimerais ça que je vous donne l'occasion. Il y a une caméra qui est là. Et j'aimerais ça que pendant 2 ou 3 minutes, ne vous gênez pas, tentez de convaincre les gens. Les élections ont lieu le 3 octobre. Et c'est tout à votre honneur d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait plaisir de vous avoir reçu. Et j'aimerais ça que vous vous expliquiez à votre façon, sans question, sans détour, en 2-3 minutes. OK, excellent. Les gens Donc, écoute, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Ça sera un plaisir de venir ici et d'échanger sur le programme du Parti vert du Québec. Nous autres, comme j'ai mentionné, on est un parti éco-socialiste qui met de l'avant l'environnement, mais aussi la justice sociale, qu'on puisse avoir un filet social dans lequel personne n'est laissé sur la marge. Il y a beaucoup de partis politiques qui parlent d'environnement dans ces élections, mais nous sommes le parti original de l'environnement, le parti vraiment vert. C'est notre slogan dans cette élection. On a toute une panoplie de politiques, comme vous avez pu voir durant l'émission, que ce soit le système de santé, la sécurité publique, les écoles, la culture, la démocratie. Le Parti vert du Québec, on a un programme très complet dans ce nouveau plan vert qu'on appelle. Voter pour le Parti vert, c'est une manière d'envoyer un message clair au gouvernement qu'on veut avoir plus de priorité sur l'environnement, plus de priorité sur la justice sociale. Chaque vote pour nous compte. Chaque fois que quelqu'un vote pour le Parti vert du Québec, ça contribue aussi au financement du parti. Donc, ça nous permet de participer au débat comme celui-ci aujourd'hui et d'influencer le débat. On a essentiellement 2 rôles dans les élections. Le premier, c'est d'influencer le débat, d'apporter plus vers la gauche, plus vers l'écologie. Le deuxième, c'est d'offrir une alternative aux gens. Et on ne sait jamais quand est-ce que le monde ils vont revendiquer un changement très rapide en politique québécoise. On l'a vu avec toutes sortes de vagues politiques par le passé, que ce soit le NPD ou le ADQ. Il y a quand même une certaine volatilité à la politique québécoise. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir une alternative de gauche concrète sur la table dans les élections. Et chaque vote nous aide à offrir cette option-là. On a pu parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger et d'être questionné sur les diverses propositions du Parti vert. Donc, j'apprécie beaucoup l'invitation. Je dirais à tout le monde que le Parti vert, c'est le meilleur parti politique au Québec et qu'il faut voter en grand nombre pour nous le 3 octobre prochain. Chaque vote compte. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. M. Tirel, vous avez bien fait ça. Félicitations. Et je répète, les questions peuvent sembler quelquefois drôle pour des gens qui ne connaissent pas le Parti vert. Moi, ce que je trouve triste, et d'un autre côté, vous m'impressionnez parce que vous tenez votre bout, vous allez faire la campagne, vous avez 73 candidats partout au Québec, et je vérifiais, il est faux de penser que vous êtes situé exclusivement sur le plateau Mont-Royal ou quelque part à Montréal. À Montréal, vous en avez 26 sur 27. Exactement. Donc, tout le reste, c'est partout au Québec. Partout. On a des gens, la ville de Québec, c'est rempli. On a une candidate à Rouyn-Noranda. On a quelqu'un à Sherbrooke aussi. Donc, c'est ça. On est surtout concentré Île de Montréal, autour de l'île de Montréal, mais on a quand même beaucoup de candidats et candidates dans les régions du Québec. Bien, à 73, vous en avez pas mal partout. C'est ça, oui. C'est ça, c'est une très bonne équipe. Là, des gens très diversifiés. On a à peu près 40 de gens qui sont des minorités visibles dans notre équipe. Avez-vous 50-50 des femmes, des hommes? On est dans la zone paritaire, là, entre donc, 40 vous êtes et 60. au-dessus de 45? Je pense qu'on est à 41 OK, dans cette vous allez régler ça, La dernière fois, on était à 58 là, donc on aurait aimé avoir un peu plus, mais c'est pas toujours aussi évident qu'on le pense. Là, exact. Puis on va continuer à faire nos efforts. Là, mais il y a beaucoup de gens dans le Parti vert du Québec comme candidats et candidates qui s'impliquent pour la première fois aux élections. Puis, moi, j'adore mon travail d'accompagner ces gens-là à travers le processus, de rassembler un peu leurs idées, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant dans leur campagne, quel aspect du programme s'applique à la région dans laquelle ils se présentent. C'est quand même un travail que j'aime beaucoup, d'accompagner des gens à travers ça, de les recruter aussi. Vous aurez été surpris du nombre de personnes qui ne se voyaient jamais en politique, mais qu'on a réussi à convaincre à faire de ça et qui sont maintenant candidats. Donc, voilà. Puis, je pourrais terminer en disant que le Parti vert du Québec a un rôle important pour injecter de l'énergie positive dans la démocratie. Parce qu'on a beaucoup de partis politiques du centre là, qui se ressemblent sur beaucoup d'enjeux. Puis nous autres, on est là avec une nouvelle équipe, des nouvelles idées pour injecter de l'énergie positive, pour faire en sorte que les gens s'intéressent aux élections.
Donc, c'est toujours un plaisir de moi de participer au débat. Alors, vous ne me semblez pas vouloir cesser. J'ai l'impression que vous allez battre le record de tous les temps en tant que candidat. S'il y a des élections partielles, j'ai l'impression que vous allez être candidat. Oui, une élection partielle, c'est toujours une belle occasion de connaître une région. Là, oui. Puis, ça peut sembler étrange de parfois visiter des endroits que j'avais jamais été avant, comme Roberval, par exemple, et débarquer là-bas comme candidat du Parti vert. Mais ça me permet de connaître les régions d'une façon unique. C'est pas beaucoup de gens qui ont l'opportunité de pouvoir faire ça. Donc, ça permet d'échanger avec les gens, de faire du porte-à-porte dans plein de régions différentes. Puis aussi, on a eu beaucoup d'élections partielles entre 2014 et 2018. Je pense qu'il y en a eu 15. C'est presque 10 des députés qui ont démissionné pendant la période de Philippe Couillard. Ça vous a donné l'occasion d'être candidat à différentes reprises. Oui, Monsieur Tirel, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, un plaisir d'avoir entendu votre position sur votre programme. Je répète, il y aura des élections. On va tous voter le 3 octobre. Les bureaux de scrutin, déjà, vont être ouverts à partir du 23 septembre. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller voter selon vos convictions. Encore une fois, M. Tirel, bonne fin de campagne. Je ne sais pas si vous allez réussir à vous y rendre en métro, parce que c'est pas, il n'y a pas de métro partout. Bien, c'est pour ça qu'on veut améliorer l'efficacité et l'offre du transport en commun. Et j'espère que si vous gagnez, vous allez augmenter l'efficacité du transport en commun. Absolument. Il faut que ça soit plus rapide, plus efficace et plus confortable. Plus rapide, plus efficace et plus confortable. Je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci encore une fois à M. Tirel. Merci à tous les gens qui encouragent Lux Média, qui est un média indépendant. C'est grâce à vous où on peut recevoir différents candidats de différents partis, ce qui n'est pas tout à fait fait dans les grands médias traditionnels. Merci. À la prochaine.